Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Aude Baron, je suis rédactrice en chef d'un média sur les réseaux sociaux qui s'appelle 2050 Now sur la transition écologique et je vais me charger d'animer le beau débat pour lequel nous sommes ensemble pour la prochaine heure et demie. Alors le thème du jour, concilier science et réseaux sociaux. Avant de commencer sur la problématique, on va peut-être d'abord reposer quelques bases sur les réseaux sociaux. Par réseaux sociaux, aujourd'hui, les principaux, en tout cas sur lesquels il y a du débat, on a compté, je dis un peu compté parce que ça fait partie presque du passé, Facebook, X, ex-Twitter, qui est devenu une référence, en tout cas qui était une référence, et on va justement en discuter sur toute la parole médiatique et scientifique, LinkedIn, mais aussi pour la vidéo et un public un peu plus jeune, Instagram, TikTok, Switch, YouTube ou encore Snapchat. Alors, on a un bel intitulé qui nous attend parce que vous l'avez remarqué, c'est concilier science et réseaux sociaux. Faut-il comprendre? Faut-il concilier? Peut-on? Doit-on? Et si nous devons, comment faire? Pour cela, on va en parler donc avec nos deux invités. Et le sujet tombe à pic puisque nous sommes dans une actualité doublement brûlante. Vous n'êtes pas sans savoir que Donald Trump vient d'être élu en grande partie grâce au réseau social X, ex-Twitter, dont les algorithmes ont été très sérieusement remis en question par son propriétaire Elon Musk, qui a permis une survalorisation de la parole républicaine, une certaine polarisation aussi du débat public. Et tout récemment, cette semaine, des grands médias ont annoncé quitter la plateforme X. Ça a commencé par The Guardian au Royaume-Uni. En France, Ouest France a ouvert le débat. Et des personnalités ont annoncé petit à petit fermer carrément leur compte pour investir de nouvelles plateformes. Donc pour en discuter, nous devions avoir Salomé Saké qui s'excuse. Elle ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, mais nous allons avoir deux autres invités. François-Marie Bréon, climatologue, que je vous demande d'applaudir. Et Patrick Boucheron, historien. Donc pour rappel, pour que tout le monde ait le sens du timing, nous avons 20 minutes de débat tous les trois, et ensuite nous aurons un moment d'échange, et des hôtesses et des hôtes passeront parmi vous pour vous passer le micro. Donc vous pourrez tout simplement lever la main pour poser vos questions. On va commencer par vous, François-Marie Bréon. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter et surtout après nous expliquer pourquoi vous êtes encore très actif sur X, ex-Twitter? Pour me présenter, je suis d'abord physicien climatologue dans un laboratoire qui est sur le plateau de Saclay, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc j'ai fait toute ma carrière en climatologie. J'ai été auteur du 5e rapport du GIEC. Par ailleurs, je suis cette année professeur au Collège de France dans le cadre de la chaire Avenir commun durable. Et puis, dans un cadre qui est non professionnel, mais qui m'occupe quand même pas mal, je suis très actif dans une association qui fait de la médiation scientifique, qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. Et on publie un magazine qui s'appelle Science et Pseudosciences. Et donc, dans ce cadre-là, justement, notre objectif, c'est de contrer un certain nombre de bêtises qui, à notre avis, circulent beaucoup dans l'espace public. Et on fait ça. Et donc, effectivement, je peux être invité aujourd'hui parce que je suis assez actif sur Twitter. Je ne connais pas du tout les autres réseaux sociaux, mais je connais celui-là. Alors, est-ce que je reste sur Twitter? J'en sais rien. J'ai créé mon compte Blue Sky il y a 2 jours avec un peu l'idée que j'allais peut-être prendre la décision de changer parce que c'est un mouvement un peu général. Je suis un petit peu réticent quand même parce que j'ai une communauté sur Twitter qui me suit et j'ai à moitié le courage de faire l'effort de reconstruire une communauté ailleurs, mais je vais peut-être sauter le pas quand même, quoi.
Patrick Boucheron, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous, à contrario, vous n'êtes pas sur ces plateformes? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis historien, professeur au Collège de France et je fais un certain nombre de choses à la radio, à la télévision, au théâtre, à l'adresse du public. Évidemment aussi dans des médias sociaux. J'ai donné des conférences sur Twitch, sur différents médias. Quand on me pose la question de savoir comment je fais ça, comment j'ai le temps de faire ça, je réponds simplement parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que depuis 10 ans, je pense que l'économie de temps que ça représente se mesure non pas en jours, non pas en semaines, mais en mois. Et si on considère au-delà de la simple du décompte du temps, je dirais la portée cognitive, de la capacité, mais l'ai-je encore d'être au fond à distance de cette loupe médiatique qui, dans ma discipline, au fond, contrairement à la vôtre, peut-être n'a depuis des années plus aucun intérêt, mais plus aucun intérêt. En 2018, une étude, David Collomb, qui est un des historiens qui étudie ça, le rappelle régulièrement, a montré que sur Twitter à l'époque, les fausses informations circulaient 6 fois plus vite que les vraies, et il faudrait être bien naïf pour imaginer que depuis que Elon Musk a racheté Twitter, les choses se sont améliorées. Donc voilà, pour moi, la question, elle est là. Vous l'avez posée d'emblée. Il y a des communautés, mais est-ce que ces communautés et le fait d'avoir peur ou de ne pas avoir le courage, avez-vous dit, de les quitter, pourquoi? Est-ce que c'est simplement parce que vous êtes engagé et que je ne le suis pas, donc par égoïsme, c'est ce que j'ai dit pour commencer. Est-ce que c'est parce que je ne veux pas devenir une marque? C'est une vraie question, parce que si on est sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour défendre sa réputation, sa marque, etc. Ça, c'est les cadres du débat. Et pour l'instant, évidemment, je ne fais que les poser. Et François-Marie, est-ce que pour vous, c'est le rôle d'un scientifique d'investir les plateformes sociales? Et si oui, comment? C'est pas un rôle scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune obligation des scientifiques de s'investir là-dedans. Donc c'est donc un choix. Mais en fait, moi je pense que mon implication sur le réseau social, il est plutôt dans la partie de ma vie non professionnelle, en fait, hein, dans la médiation. Pour moi, je me sers de Twitter pour essayer de mettre en avant un certain nombre de résultats scientifiques. Enfin, la plupart du temps, en fait, je l'utilise pour dire, tiens, il y a tel article qui est sorti, ou regardez, il y a telle actualité, c'est intéressant. Et donc, c'est pour pousser les gens qui me suivent sur Twitter à aller regarder d'autres choses, à aller regarder des choses que, personnellement, j'ai considérées qui étaient intéressantes et puis que j'ai validées d'une certaine manière. Si je mets en avant quelque chose, c'est que j'ai lu, c'est que ça m'a semblé crédible, je l'ai vérifié. Et donc, je dis à ma communauté, tiens, vous devriez lire ça, c'est intéressant. Et en général, comment réagissent vos communautés? Est-ce que vous avez un public globalement acquis, ou est-ce que vous vous faites attaquer justement par des amateurs de ce qu'on appelle les pseudosciences? Alors il y a un sujet sur lequel je me fais beaucoup attaquer, c'est le climato-scepticisme. Effectivement, pour moi c'est très surprenant, mais effectivement les climato-sceptiques sont très actifs sur Twitter. Peut-être parce qu'ils ont été rejetés de toutes les autres médias, en fait. Hein. Autant, il y a 15 ans, on voyait encore beaucoup d'articles climato-sceptiques dans les grands médias. Je veux dire, on peut se souvenir de Claude Allègre, Vincent Courtillot, François Gervais, qui étaient interviewés dans un certain nombre de grands médias, dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Le Point. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, la communauté des climato-sceptiques se retrouve dans des médias alternatifs, là où on leur donne la parole, où en tout cas, ils peuvent prendre la parole. Et donc, effectivement, la communauté, quand je parle au climat, je me fais énormément attaquer, beaucoup plus, finalement, que lorsque je parle de choses qui sont moins directement dans mon domaine d'expertise direct. C'est intéressant. Typiquement, je parle aussi beaucoup de nucléaire parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et là, pour le coup, la communauté Twitter est très, très, très pro-nucléaire. Et donc, je me fais très peu en proportion attaquer sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment sur le climato-scepticisme que oui,
je me fais attaquer, et violemment dans le sens, dans le nombre, quoi. C'est-à-dire j'ai énormément de réponses négatives à mes propos, ce qui arrive pratiquement jamais sur l'autre sujet. Patrick Brochon, comment peut-on, selon vous, dénoncer justement ces pseudosciences ? Alors d'abord, effectivement, en organisant et en s'organisant collectivement pour qu'un des médias sociaux sûrs et en partie régulés puisse redevenir ce que vous avez espéré qu'ils soient et ce que je pense qu'ils ne sont plus depuis bien longtemps. C'est-à-dire un forum et un lieu d'échange. Aujourd'hui, X, anciennement Twitter, est un lieu de désinformation mondiale. Et pour dire le vrai, je ne comprends même pas comment on peut se poser la question politiquement de savoir si on peut y rester ou non. Je ne parle pas de vous, je parle d'institutions. Je ne comprends même pas que des institutions publiques, des journaux, des chaînes d'information, Radio France, soient encore à réfléchir à la manière de sortir de Twitter. Vraiment, pour moi, parce qu'il y a quelque chose d'assez simple, qu'on appelle les principes. Pardon, mais en politique, ça compte aussi. À partir du moment où vous avez cité effectivement l'implication directe que Elon Musk a prise dans la campagne de Trump, à partir du moment où est arrivé ce qui est arrivé, on doit en tirer les conséquences. Pour l'instant, on fait exactement l'inverse, puisque vous avez remarqué que Thierry Breton a été, on lui a donc assez fermement signifié son congé de la Commission européenne parce qu'il avait dit quelque chose qui paraît assez raisonnable, qui est que nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Bon, voilà. Et quant à savoir ce qu'on y perd, puisqu'on parle de politique, prenons voilà, une femme politique de première importance, Anne Hidalgo, a fermé son compte Twitter il y a 1 an et demi, avant les Jeux Olympiques. On lui a dit, mais t'es dingue, enfin, je veux dire, t'as 2,5 millions de followers, 2,5 millions. Tu te prives de ça, alors qu'on en aura besoin. Bon, elle l'a fait. Voilà. Donc, enfin, pour moi, on ne devrait pas se poser la question. Mais si on doit se la poser, ben, autant trouver quelques arguments. Quant à savoir comment est-ce que on peut y aller pour dénoncer, c'est ça votre proposition, en fait. C'est ça votre engagement. Aller sur les plateaux télé, aller... voilà. Oui, si on a une chance d'y porter sa voix, mais si c'est devenu véritablement un terrain hostile, alors il faut se battre sur d'autres terrains, des terrains qu'on se trouvera et qu'on s'organisera. Ça, c'est peut-être la divergence, mais qui est une divergence tactique, qui n'est pas une divergence stratégique. Alors, je vais me permettre d'exprimer très respectueusement un désaccord, parce que ça devient très classique de dire que Twitter est un lieu de désinformation en général. Mais d'abord, est-ce que les livres, c'est un lieu d'information générale ? Si vous regardez, si vous tapez le mot climat si vous allez chercher un livre sur le climat à la FNAC, sur le site de la FNAC ou n'importe quel autre, vous aurez la moitié des bouquins sur le climat qui sont des bouquins climato-sceptiques et qui racontent vraiment des conneries, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que Twitter est un lieu de désinformation et qu'on ne dit pas que les livres, c'est un lieu de désinformation ? Il y a aussi énormément de bêtises qui sont dites Mais la différence, c'est que les livres, comme vous dites, n'appartiennent pas à une personne. Laissons François-Marie terminer sa réponse. C'est une différence qui est fondamentale politiquement. Les livres, ça n'existe pas comme média. Il y a des éditeurs. Mais ensuite, sur Twitter, il n'y a pas, certes, c'est détenu par Elon Musk, mais n'empêche que moi, je peux poster complètement ce que je veux. Hein. C'est pas Elon Musk qui contrôle, tiens, le tweet là de Bréon, je vais le laisser passer, puis ce tweet là, je ne vais pas le laisser passer. Je veux dire, tous mes tweets, ils sont visibles par tout le monde. Et ensuite, on a la possibilité quand même de suivre les gens qu'on a envie de suivre. Et moi, j'ai une communauté, les gens que je suis, c'est une communauté toute petite. Enfin, c'est 200, je suis que 200 comptes. Et c'est des comptes que j'estime, voilà, ceux-là, c'est des gens en qui je fais confiance, ils vont m'apporter des choses potentiellement, et je ne suis que cela. Donc, du coup, il y a un potentiel, c'est un outil qui a un potentiel d'information. Donc, effectivement, c'est un outil qui donne un moyen de diffusion à des gens qui racontent effectivement n'importe quoi, mais ce n'est pas propre aux réseaux sociaux.
est-ce que... Alors, en admettant que certaines personnes ou certaines institutions, certaines marques quittent Twitter, est-ce qu'il n'y a pas, pour aller dans votre sens, Patrick Boucheron, un risque ensuite de polariser encore plus la société, finalement, en délaissant une partie de la population qui va tourner en rond? Bien sûr, c'est pour ça qu'effectivement, on peut parler de divergence tactique. Mais je réponds à la question que vous m'aviez précédemment posée, c'est-à-dire comment lutter contre la désinformation. Est-ce que ça suffit effectivement de se battre pied à pied, faire du fact-checking, voilà, débunker l'information, etc. Moi, alors, pardon, mais c'est une passion des historiennes et des historiens. Ils l'ont fait et ils continuent à le faire, et je suis content que certains se dévouent à le faire. En même temps, on est bien obligé de reconnaître que non seulement on ne gagne pas à tout coup, mais qu'on perd du terrain, que le fact-checking connaît ses limites. Vous le savez très bien, il connaît ses limites, y compris du point de vue journalistique. On se fatigue, ça nous fatigue, on se fatigue et ça nous fatigue. Parce que, inévitablement, ça nous amène à avoir une position de surplomb, d'autorité, de ceux qui vont sans cesse défaire les croyances des autres. Et là encore, comment je pourrais ne pas être d'accord avec vous? On a les mêmes valeurs. Si la critique, par exemple, la rhétorique, en fait, de l'association dont vous vous occupez est possible du point de vue des sciences sociales, c'est parce que les sciences sociales savent aussi que ce n'est pas en gueulant de plus en plus fort contre ceux qui ne savent rien qu'on parvient à les convaincre, et qu'il y a une histoire longue, lente, de cette manière de conduire respectueusement un débat démocratique, alors qu'effectivement, on n'est pas au même endroit et que c'est très difficile d'avoir raison contre plus ignorant que soi. Vous dites que vous êtes confronté au climato-scepticisme, et je comprends combien c'est difficile, parce que vous avez une science que ne partagent pas vos détracteurs. Mais vous savez que c'est la même chose avec l'histoire, et depuis plus longtemps. Et qu'on a échoué. Et qu'aujourd'hui, les historiennes, on a échoué. On a échoué, par exemple, à convaincre par la force de la raison les assassins de la mémoire que, effectivement, la Shoah avait existé et qu'il a fallu criminaliser, au sens propre, hein, avoir des lois mémorielles pour faire passer ce qu'on ne réussissait pas à dénoncer comme erreur manifeste, à les faire passer pour un délit. Voilà. Donc on en est là. On a un peu d'avance dans le désarroi. Hier a été annoncée la panthéonisation de Marc Bloch. Pour moi, c'est une immense nouvelle. Je rappelle que Marc Bloch, historien, combattant, dans les tranchées, en 1921, écrit un article qui est le cœur de la matrice de sa méthode et de son exigence, qui s'appelle « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre ». Fausses nouvelles. En anglais, ça se dit « fake news ». Voilà. Il a étudié les bobards. Voilà. Et c'est là où on devrait s'entendre. Voyez-vous? Parce qu'il a compris aussi que le faux est pour un historien un matériau non seulement aussi intéressant, mais aussi noble que le vrai. Et qu'il était dans une communauté combattante où, pour faire triompher la vérité, il fallait comprendre comment ceux qui ne la comprenaient pas avaient intérêt à ne pas la comprendre. Et là, il s'est fait sociologue, anthropologue, etc. Voilà. Voilà, pour nous, Marc Bloch, c'est notre héros fondateur. Et il se trouve qu'il a poussé l'esprit de sacrifice jusqu'à l'héroïsme, voilà, jusqu'à se faire fusiller le 16 juin 1944. Et c'est ça qu'on appelle la résistance. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas « je vais résister sur Twitter », etc. Donc c'est pour ça que quand on me parle aujourd'hui de résistance et de sacrifice, en disant « non, c'est difficile de sacrifier ma communauté au nom de principe », j'avoue que j'ai un peu de mal. François-Marie Bréon, vous voulez répondre?
Non, enfin, je suis sûr qu'il y a énormément de terrains sur lesquels on est en accord total. Moi, je ne connais pas l'histoire, enfin, je dis très, très humblement que je ne connais pas l'histoire de M. Bloch, et je suis tout à fait prêt à entendre que effectivement, c'était un très grand historien, un très grand résistant. Et je suis aussi en accord total. Que je vois quelquefois qu'on a aujourd'hui, on met en avant des résistants, des lanceurs d'alerte, alors qu'ils ne résistent pas à grand-chose par rapport à ça. Et effectivement, là, je suis en accord total avec ce qui a été dit. Pour rebondir sur ce que disait Patrice Boucheron sur l'échec, en tout cas partiel, de l'histoire, et vous citiez le négationnisme, François-Marie Bréon, qui cherchez-vous à convaincre quand vous êtes sur les réseaux sociaux, et pouvez-vous convaincre on va prendre votre sujet, tous les climato-sceptiques? Ou est-ce qu'il faut faire une certaine part des choses? En fait, quand je suis sur les réseaux sociaux et que j'interagis avec les climato-sceptiques, c'est pas les gens avec qui j'échange que j'essaie de convaincre, c'est plutôt ceux qui nous lisent qui sont probablement plus ouverts et qu'ils vont être sensibles aux arguments que je donne. Et à nouveau, en fait, moi, je débat assez peu avec les climato-sceptiques sur Twitter parce que ça a finalement assez peu d'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, même s'ils restent nombreux, ils ont plus de pouvoir, en fait. Et donc, les gens qui ont décidé, soit par dogmatisme, soit... En fait, le plus souvent, les gens qui sont climato-sceptiques, c'est parce qu'ils ne veulent pas... Ils n'acceptent pas les mesures qu'il faudrait pour limiter le climat, en fait. Finalement, la science les intéresse assez peu. Voilà, donc du coup, j'essaye assez peu de débattre avec eux. Simplement, quelquefois, je donne des liens vers soit des articles que j'ai écrits moi-même, typiquement sur le journal de la FIS que je mentionnais tout à l'heure, ou des choses qui très bien qui ont été écrites par d'autres. Simplement, je dis, tiens, si ce sujet t'intéresse, je ne vais pas le développer ici en 280 caractères. Par contre, c'est très bien écrit à cet endroit-là. Et c'est pour ça que moi, je trouve quand même que le réseau social, il est utile aussi pour ça, justement. Et c'est simplement pour, non pas pour développer la pensée en interne, mais pour mettre le projecteur sur des choses potentiellement utiles, quoi. Allez-y. Mais c'est une question sincère. En fait, les climato-sceptiques, c'est plus le problème aujourd'hui. C'est terminé. C'est mon opinion. Terminé. Attention, les climato-sceptiques sont encore très nombreux en France, mais... Un tiers des Français, il y a une étude qui est sortie en juin, donc pour tout le monde, et ce sont des chiffres, donc selon une étude, un tiers des Français se réclament climato-sceptiques, c'est-à-dire remettent en cause le caractère anthropique du réchauffement climatique. Mais ces gens-là n'ont plus accès aux grands médias, ne sont plus dans les cercles de pouvoir, donc c'est malheureusement une frange de la population qui va être délaissée. Mais enfin, moi, je sais pas. J'ai essayé de les convaincre. Enfin, ils ont toutes les informations à disposition pour être convaincus. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Mais attention quand même que là, on dit en France. Aux États-Unis, c'est très différent. Je suis pas sûr. Le fait qu'il y a des climato-sceptiques qui ont accès aux grands médias, qui ont accès au pouvoir aux États-Unis, va avoir un impact sur nous aussi, quoi. Je ne suis pas sûr. Enfin, d'abord, Elon Musk, ce n'est pas les États-Unis. Son terrain de jeu, ce n'est pas les États-Unis, c'est le monde. Lui-même est d'origine sud-africaine et il explique bien que ce qu'il veut, d'une certaine manière, c'est gouverner l'opinion mondiale, ce n'est pas les États-Unis. Et l'ensemble de l'administration Trump, en fait, aujourd'hui, Trump 2024, c'est plus Trump 2017. Ils ne sont pas climato-sceptiques. Ils admettent, Elon Musk le premier, que effectivement, le monde va à sa perte. D'une certaine manière, ils sont apocalyptiques. Simplement, ils disent, mais on s'en fout. Mais, comme le dit Trump, on fort. C'est-à-dire, comme foutu pour foutu, soyons les premiers à se sauver. C'est ça, le nouveau Twitter. Ce n'est pas le lieu où vous avez effectivement des gens à convaitre. C'est ça, la propagande mondiale. J'étais presque d'accord, c'est ça le nouveau Twitter. Non, c'est ça. Je veux dire, sur Twitter, on trouve encore énormément d'informations sur le climat, sur les réalités du changement climatique, sur le fait qu'il faut aussi prendre des mesures. Donc, attention de pas diaboliser non plus et de...
de ce que c'est vraiment. On trouve aussi de l'information factuelle sur Twitter. Ouais, enfin, pas diaboliser, ils le font très bien eux-mêmes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est difficile de... Mais bon. Est-ce que, alors, pour passer à un autre thème et qui est très lié, on observe, et là c'est pour vous Patrick Boucheron, une défiance simultanée entre défiance envers la science, défiance envers les médias de manière générale. Est-ce qu'on peut y voir un lien? Sans doute parce que vous avez raison de le dire, la défense évidemment qui nous importe toutes et tous, c'est l'accès à la vérité et un accès équitable, équilibré, démocratique à la vérité. Et ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'espace public. Et il est pour nous indissociable du média. Encore une fois, enfin du média, c'est-à-dire de la notion même de presse et de presse libre. Encore une fois, c'est pas une obsession, mais ce qui nous attend un certain usage, mais qui devient pour moi un usage dominant des réseaux sociaux, c'est de construire une société post-journalistique. Post-journalistique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de moi, et on n'aura pas besoin de vous non plus à un moment donné. Voilà. Vous pourrez continuer à y tenter marginalement de convaincre tel ou tel, et vous y parviendrez certainement, mais c'est l'ensemble du média qui sera devenu hostile. Donc pour moi, ce rapport-là, il est tout à fait évident, et la défense, par exemple, de la diversité de la presse, mais au-delà de l'espace médiatique, c'est le premier des combats. C'est le premier des combats. C'est pour ça que je disais, d'une certaine manière, les livres, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas une monopolisation. Enfin, on essaye, ça commence. Il y a aussi les grands groupes, et ce sont les mêmes, qui veulent avoir la main sur l'édition, la main sur la presse, la main sur la télé, la main sur la radio. Mais malgré tout, il y a des médias qui sont structurellement et historiquement plus rétifs à la monopolisation. On voit que les médias sociaux, ça a été très très vite, puisque d'une certaine manière, ce qu'on identifiait, ce qu'on dénonçait comme les grands méchants, les GAFA, Google, Apple, Facebook, etc., sont considérés aujourd'hui par les nouveaux médias sociaux, et notamment Musk, comme ceux qui sont coupables de wokisme. On en est là. Et ça a duré. Et c'était il y a 2 ans encore qu'on disait que les GAFA, c'était vraiment les principaux ennemis de la démocratie. Donc ça se radicalise quand même très vite. Parce que ça se monopolise. Et en parlant de radicalité, François-Marie Bréon, vous me racontiez, et j'ai trouvé ça particulièrement étonnant et à la fois peut-être aussi positif à bien des écarts, que vous aviez été chez Pascal Praud. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez, alors certes ce n'est pas les réseaux sociaux, mais ce sont des contenus qui circulent énormément, pourquoi vous avez décidé d'aller accepter, plutôt que décider, accepter cette invitation dans cette arène? Donc Pascal Praud est un animateur de télé qui prend très souvent des positions très climato-sceptiques, et donc parmi mes collègues, il est vu comme étant un grand méchant, et surtout il ne faut pas aller lui donner une légitimité, quoi. Donc on m'a souvent dit non, il ne faut surtout pas aller sur son plateau, et je suis dans le principe, je suis assez d'accord. Mais il y a peu de temps, là, c'était au moment où il y avait eu les inondations, pas en Espagne mais en Ardèche, hein, en France, et donc on m'a appelé en me disant tiens, est-ce que vous voulez intervenir dans ce cadre-là? Alors moi j'ai dit, j'irai pas sur place, par contre en vidéo si vous voulez, quoi. Alors, en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, mais finalement c'est en direct, donc en direct on ne pourra pas me couper la parole, je pourrais dire ce que j'ai envie de dire, et donc j'ai accepté. Et ouais, enfin, bon, vous pouvez aller chercher la séquence, hein. J'ai contredit, Pascal Praud a commencé par dire, finalement, oui, bon, tout le monde admet qu'il y a un réchauffement climatique, par contre, on peut encore se poser la question sur les causes de ce réchauffement. Et donc, quand j'ai eu la parole, j'ai dit non, que si vous faites ça, vous niez la science. On ne peut pas se poser la question aujourd'hui sur les causes du réchauffement climatique qui sont bien établies par les communautés. Donc après, il a commencé à rebondir. Ah, mais moi, je donne la parole à tout le monde. Et puis finalement, on m'a dit autre chose. Ben, oui, les gens qui vous ont dit autre chose, ce ne sont pas des climatologues, ils y connaissent pas rien.
Et puis à la fois sur le plateau, manifestement, j'ai réussi à convaincre certaines personnes, peut-être pas Pascal Praud, mais certaines personnes qui étaient sur le plateau. Et au moins, voilà, les auditeurs ont entendu la parole d'un climatologue qui dit, mais si, là-dessus, il y a consensus. On peut se poser la question sur un certain nombre de choses sur le climat. Je ne dis pas que tout est compris. Est-ce que le niveau des mers va augmenter de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres En fait, objectivement, on n'en sait rien. Mais sur la question précise, est-ce que le réchauffement qu'on observe aujourd'hui est lié aux activités humaines et à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Il n'y a pas de doute. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, peut-être que j'ai tort à nouveau, mais moi, je pense avoir fait œuvre utile, justement, en apportant cette parole dans un espace qui m'était a priori pas favorable. Toute la difficulté, c'est de savoir, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, et oui, bien sûr que vous avez fait œuvre utile. Mais la question, c'est de savoir comment tenir une position. Parce qu'un coup comme ça, on peut le faire une fois. Je ne serai pas réinvité. Voilà. Ou alors, si vous êtes réinvité, c'est comme objet de détestation. Vous voyez, et vous vous en sortirez pas. Donc, effectivement, le blitzkrieg est toujours possible. On peut faire un coup, mais la question, c'est que pour tenir une position, à mon avis, il faut le faire dans un espace qui est sécurisé. Et c'est pour ça qu'on devrait travailler collectivement à inventer, à réinventer ces espaces démocratiques sécurisés. Comment alors, concrètement ? Ça, c'est une décision politique. Ça devrait être la priorité de la communauté européenne. Voilà. C'est-à-dire financer largement, défendre, développer, et si besoin de manière volontaire, des médias sociaux qui sont des médias sociaux démocratiques et équitables et qui ont comme objectif premier, après tout peut effectivement se discuter, mais objectif premier de défendre la liberté et la démocratie et la vérité et pas d'autres objectifs comme ceux dont on parle. Attention, parce que démocratique et équitable, ça veut dire que vous laissez la parole à tout le monde, quel que soit son statut. Et c'est comme ça, justement, qu'on donne la parole aux climato-sceptiques qui ont la même voix que les climatologues. Donc, de dire les réseaux, vous êtes en train de décrire un peu ce que c'est que Twitter, ce que sont les réseaux sociaux. C'est des choses où tout le monde peut parler. Et que les gens qui ne sont pas armés qui n'ont pas un esprit critique suffisant, se laissent convaincre par le beau parleur plutôt que par celui qui a la connaissance. Mais bien sûr que non, parce que vous faites une vision libertarienne de la démocratie. La démocratie, elle est régulée. C'est un espace public qui est ordonné. C'est un espace, la démocratie, où une opinion n'en vaut pas une autre, bien sûr. Évidemment, ça veut dire très précisément qu'il n'y a pas un droit dans le monde où la liberté d'expression est inconditionnelle. Elle est conditionnée, la liberté d'expression. Et ce qu'a fait Elon Musk de X, c'est de la rendre précisément inconditionnelle. Et par ailleurs, il y a effectivement les algorithmes qui vont vous enfermer dans votre, c'est bien connu, dans votre bulle. Et donc pour l'instant, vous avez une bonne opinion de Twitter parce que Twitter vous connaît, parce que vous avez votre communauté, parce que cet algorithme vous fournit ce que vous aimez. Mais vous avez fait l'expérience, ça a été dans une tribune dans Le Monde récemment. Si vous ouvrez aujourd'hui un compte sur X de manière neutre et vierge, si j'ose dire, vous recevez un message de bienvenue d'Elon Musk, et par défaut, vous recevez des messages racistes, homophobes, antidémocratiques. Et si ça ne vous plaît pas, comme c'est une entreprise, ça va s'assécher. Mais par défaut, c'est ça qu'on vous donne. Et pardon, mais ce n'est pas acceptable, par principe. Voilà. Et donc il faut, c'est ça que j'appelle un espace public démocratique. C'est un espace public qui a des règles et des principes. On ne peut pas durablement s'installer et gagner dans un espace public qui est vicié par des intentions politiques
qui sont clairs en plus. On n'a pas besoin de les diaboliser. Il suffit d'écouter ce qu'ils disent, de lire ce qu'ils écrivent. Aujourd'hui, le programme, il est public. Et donc, libre à nous de savoir si on y consent ou pas. Et si on n'y consent pas, sachant que, évidemment, qu'on a besoin de tout ça, là, je suis d'accord avec vous, qu'est-ce qu'on invente pour le contrer? Sur cette question, nous allons désormais accueillir les questions du public, et notamment, alors je ne sais pas si quelqu'un a le micro, voilà, il va arriver dans quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions, notamment au premier rang? Peut-être au premier rang, je vous invite à lever la main, peut-être à vous présenter votre prénom, et ensuite à poser votre question. Bonjour, merci d'être venu participer à cette table ronde. Je suis Nathéo Descormier, je suis élève à l'école polytechnique. J'ai une question destinée à Patrick Boucheron. Je vais vous renvoyer à votre formation, à votre condition d'historien. Les hommes n'ont pas décidé d'être sociaux avec la création des réseaux sociaux. Ils n'ont pas commencé à diffuser de la science au XXIe siècle. Ça se faisait avant. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui d'autres périodes, comme, je dis au hasard, les périodes des Lumières, par exemple, pour qu'aujourd'hui la diffusion de la science ne soit plus possible, ou alors semée de contre-vérité ou autre chose, alors que c'était possible à l'époque? La monopolisation économique, assistée par ordinateur, si j'ose dire, avec l'IA et les algorithmes qui aggravent encore l'isolement dans une communauté qui peut être savante, mais qui le plus souvent ne l'est pas, des individus qui, sur des réseaux sociaux, au fond, travaillent à construire une bulle dans laquelle ils ne vont rencontrer que des gens d'accord avec eux, ce qui est le contraire de l'espace public. Voilà. Vous dites les Lumières, les Lumières, elles commencent par un foisonnement incroyablement divers de salons, d'espaces, de journaux, qui organisent la diversité. Donc, pardon, mais la diversité, c'est une valeur, pour moi, inconditionnelle. Voilà. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, par exemple, vous parliez de la presse, garantir la pluralité de la presse, il faut un cadre législatif et sans doute économique, et sans doute une économie de la presse bien plus contraignante qu'elle ne l'est. Merci. Cara de Beckinguet, étudiante en thèse à la Sorbonne en astrobiologie. J'avais une question un peu plus générale. Est-ce que, quand on parle climato-scepticisme, on n'est pas face à un échec du modèle de transmission de la science? C'est-à-dire qu'on a une éducation scientifique dans le grand public qui est très faible, très limitée, surtout à partir du moment où on quitte l'enseignement. On a en même temps un manque de transparence des scientifiques, car l'accès aux données scientifiques est soit payant, soit limité. Donc comment peut-on continuer à laisser tout un pan de la population qui n'est ni extrême ni experte sans information scientifique? Et comment faire du coup pour améliorer la situation? Quand vous dites que le monde scientifique n'est pas transparent, là, je trouve ça exagéré. Si le sujet vous intéresse, vous avez des rapports du GIEC qui sont en ligne. Ils sont mis immédiatement en ligne avec divers niveaux de lecture. Il y a le rapport complet, il y a le résumé technique qui est un peu moins long, il y a le résumé pour les décideurs qui est écrit dans un langage qui est un peu accessible à tout le monde. Vous avez plein de bouquins sur le climat. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Franchement, je veux dire, bien sûr, vous voulez des données en ligne, mais pourquoi vous voulez vérifier que la reconstruction des températures moyennes mondiales, elle a été bien faite à partir des mesures individuelles? Donc je ne vois pas ce que vous voudriez de plus, en fait. Toute l'information est accessible, simplement elle demande un effort. Oui, il faut aller la regarder, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait être plus transparent, quoi. C'est vrai que c'est une question un peu peut-être provocatrice, mais dans le même temps, cet effort, les gens ne le font pas.
Absolument. Donc, est-ce qu'en tant que scientifique, on doit continuer à rester dans le tour d'ivoire et nous dire on partage des informations, ils iront bien les chercher s'ils sont intéressés? Ou est-ce que ce n'est pas un effort de notre côté à faire pour aller vers les gens et tenter de les forcer à aller regarder l'information? Alors, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit plus aller vers les gens? Mon opinion sur la question, c'est que ce n'est pas aux scientifiques de faire cet effort. D'une part, parce que ce n'est pas dans leur fiche de poste, mais surtout parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour. C'est-à-dire, quand on me recrute en tant que scientifique, on ne m'a pas recruté en tant que communicant. Il se trouve que moi, personnellement, François-Marie Bréon, j'aime bien communiquer vers le public. Je crois avoir un certain talent pour ça, mais bon, ça c'est une opinion personnelle. Mais mes collègues, pas forcément. Ils n'ont pas forcément envie de faire ça. Ils ne sont pas forcément bons pour ça. Donc il y a des gens dont c'est le boulot. Et les gens dont c'est le boulot, c'est les journalistes en particulier, c'est les passeurs de sciences. Voilà. Donc ce n'est pas aux scientifiques qu'il faut reprocher ça. Les scientifiques, ils font leur boulot. Et je trouve que dans le domaine du climat, ils le font plutôt plus que dans d'autres domaines. C'est-à-dire que l'équivalent du rapport du GIEC sur les OGM, sur les cancers, sur la lutte contre le cancer, sur la physique quantique, moi je ne le connais pas. D'accord ? Donc les climatologues, je trouve, ont fait un exercice pour dire voilà quel est le consensus, voilà les sujets sur lesquels il y a encore des questions. Ça existe et c'est en ligne. Dans d'autres communautés, moi je ne le connais pas, quoi. Et pour compléter, alors je me permets de répondre là parce que je suis aussi journaliste et je travaille donc pour un média sur la transition écologique. Je pense qu'il y a clairement un travail à faire à plusieurs mains, justement une coproduction, et ça ce sont vraiment des nouvelles méthodes de travail, une coproduction entre d'un côté les personnes qui détiennent le savoir, les experts, les scientifiques, et de l'autre côté les journalistes qui vont les amener à vulgariser leurs paroles sans la dénaturer. Ça, c'est vraiment tout l'enjeu. Et je pense que vous avez été très nombreux. Alors certes, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais ça reste un objet de médiatisation et de transmission scientifique magnifique. Ce sont les deux ouvrages qui ont été édités par le CNRS en coproduction avec des scientifiques, en l'occurrence Valérie Masson-Delmotte et Philippe Grandcola. Et de l'autre côté, Bon Pote pour l'ouvrage qui a été édité avec Valérie Masson-Delmotte et Philippe Grandcola. Alors je m'excuse, je ne sais plus qui est l'auteur généraliste qui l'a fait, mais justement, et tout l'intérêt de cet ouvrage et le succès, c'est qu'il y avait une appropriation de part et d'autre de l'expertise et de la vulgarisation. Et tout le monde s'est mis d'accord. Et le risque dans ces cas-là, c'est que quand il n'y a pas une coproduction, en fait, les journalistes vont hériter d'un savoir scientifique et vont faire de leur mieux pour le vulgariser, avec le risque de dénaturer. Évidemment, c'est involontaire. Mais quand tout est fait main dans la main, ça prend évidemment beaucoup plus de temps, donc d'argent. Il faut le dire aussi. En général, on arrive à des résultats probants. Et c'est vrai que, pour finir, là, on a beaucoup parlé de Twitter, de X, parce que c'est un média qui est extrêmement accessible, parce que ce sont des messages courts, c'est de l'écrit, et on peut publier instantanément. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'information se passe à travers des vidéos. On n'a pas, dans notre débat, beaucoup parlé de TikTok en particulier et de YouTube, mais aujourd'hui, notamment chez les 11-24 ans, en France, 2/3 des 11-24 ans s'informent uniquement par Internet et essentiellement via YouTube. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce vecteur-là, d'où l'importance de mettre en avant une parole scientifique, parce qu'évidemment, la vidéo, ça coûte plus cher, et le risque, c'est que ce soit des personnes non professionnelles, non scientifiques, qui s'emparent du passage de cette transmission de ce qu'on appelait tout à l'heure des pseudosciences. Sauf que là, pour le coup, et je suis tout à fait d'accord avec vous, quand on regarde de près ce qui se passe dans la consommation de l'information par les très jeunes sur les vidéos, c'est pas totalement désespérant, parce qu'on voit que les médias traditionnels sont quand même toujours des structures d'accréditation, ou quand ce ne sont pas des médias traditionnels, je ne sais pas, Hugo Décrypte par exemple, qui arrive toujours très haut, c'est quelque chose qui n'est pas, depuis nos critères est tout à fait acceptable. Donc en fait là pour le coup ça se régule de manière plutôt vertueuse, ce qui fait qu'au fond quand ça se dérègle à ce point-là, que je parle de X ou d'autres, c'est qu'il y a une volonté méchante, il y a une volonté de monopolisation et de propagande derrière, ce qui est le cas pour moi, ce qui n'est pas le cas de YouTube. Voilà, ça c'est quand même une vraie différence. Et puis il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est celui de complotisme.
et depuis une vision complotiste, et c'est ça le drame du GIEC, plus on est nombreux à croire vrai quelque chose qu'on défend, plus on est coupable. Voilà. Et ça, c'est un piège terrible. C'est que vous savez bien que le consensus scientifique, qui pour nous est la condition nécessaire à la construction d'une vérité scientifique, ce consensus scientifique, eh bien, n'emporte pas une confiance spontanée. Nous et ça, c'est chez certains, hein, attention, il y a des gens pour qui ça marche très bien. Il y a des gens pour qui c'est un argument très fort, mais effectivement, ça ne marche pas. Et on retrouve peut-être une question qui a été posée tout à l'heure, qu'il y a une convergence entre les antivax, les climato-sceptiques, voire les gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Et de manière générale, c'est les gens qui rejettent le système, quoi. Voilà. Et ceux-là, malheureusement, je ne vois pas très bien comment on peut espérer les convaincre. Alors c'est vrai que, et pour finir, je pense que vous parliez du complotisme. Je pense aussi que pour faire passer les messages, pour, comme vous disiez, inciter le public, alors on ne pourra jamais forcer le public à avoir accès à une information, et heureusement. En revanche, on peut inciter, et pour ça, ça veut dire qu'il faut maîtriser les leviers de communication, de transmission des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais le fameux documentaire qui s'appelait Hold Up, qui était sorti sur le Covid en 2020, je l'avais regardé avec beaucoup de curiosité, je l'appellerais un objet médiatique, et quelles que soient vos opinions, je pense que ça vaut le coup de le regarder, car c'est un bijou en termes de manipulation. Alors j'espère que je n'offense personne dans la salle en parlant de manipulation, mais ce film qui dure un peu plus de 2 heures est un concentré de toutes les techniques de manipulation cognitive, intellectuelle, visuelle. Et très honnêtement, si on est cynique, c'est une énorme réussite, et les chiffres d'ailleurs le montrent. Et moi, je l'avais observé avec un regard très critique en me disant, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que les personnes qui vont chercher à transmettre des contre-vérités vont déployer un arsenal de communication de très très haut niveau. Il faut le reconnaître, hein. Vous regardez tous les documents de contre-vérité utilisent les meilleures techniques de transmission et de communication. Et une fois qu'on a dit ça, l'objectif, c'est pas de se dire on va copier, mais c'est juste de se dire remettons en question nos propres méthodes de transmission, et on peut sûrement s'inspirer de ces personnes-là qui maîtrisent extrêmement bien la communication, au profit évidemment d'un message qui défendra la science et les faits. Quelle est la solution face à l'existence de tels documentaires? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent les interdire? Et qui sont ces gens? Comment on choisit les gens qui vont dire tiens, cette vidéo-là, elle peut aller sur YouTube, et cette vidéo-là, elle ne peut pas y aller? C'est vraiment compliqué, quoi. Et pour moi, la solution, elle est plutôt dans l'éducation des gens, les aider à développer un esprit critique pour qu'ils soient capables de détecter les techniques de manipulation auxquelles vous faites référence. Moi, je n'ai pas forcément envie d'une société où on va interdire ce type de documentaire, parce que ça donne un pouvoir qui me paraît trop fort à ceux qui vont justement décider celui-là c'est OK et celui-là c'est pas OK. Oui, sauf que ça existe déjà. Enfin, je veux dire, encore une mais fois, ça me plaît pas forcément. Ça me plaît pas forcément. Mais oui, tout dépend de quoi on parle. Je veux dire, les contenus pédocriminels sont interdits. Tout à fait. Les contenus racistes sont interdits. Les contenus d'incitation à la haine sont interdits. Enfin, je veux dire, donc, encore une fois, la liberté d'expression n'est pas inconditionnelle. Il n'y a pas un pays où elle est inconditionnelle. Vous avez raison. Et pour s'éduquer... Je suis d'accord avec vous, hein. Attention, ça me choque profondément. Mais c'est une option qui est sur la table à un moment donné. Si vraiment on est si mal... Mais il y a quand même il y a la loi encadre effectivement ce qui peut être fait, mais je pense que typiquement interdire le documentaire Hold Up, je pense, va au-delà des aspects légaux. En réalité, je suis d'accord avec vous. Ça serait une défaite immense pour nous qui sommes quand même fondamentalement ici persuadés qu'on peut s'émanciper par le savoir et qu'on doit éclairer nos contemporains. Ça serait une défaite immense. Mais si je vous parais effectivement sombre, c'est parce que je suis historien de ma génération, né d'une défaite immense. J'avais 20 ans quand les lois Guesso ont criminalisé
parce qu'on ne pouvait plus faire autrement, parce qu'on n'arrivait pas à convaincre les gens, criminaliser l'expression publique du négationnisme. Voilà. Et on l'a fait. La mort dans l'âme. On aurait tellement préféré ne pas le faire, mais on l'a fait. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas naïf par rapport à ces offensives massives, politiquement cohérentes de désinformation, qui ont en plus des moyens techniques qu'on n'imaginait pas il y a 30 ans? C'est une question, mais c'est une question surtout que ça demande moins de moyens, en fait. Ça demande moins de moyens aujourd'hui de faire un documentaire du type Hold Up que ça le demandait il y a 30 ans. En fait, n'importe qui, enfin pas n'importe qui, j'en serais totalement incapable, mais on peut le faire dans sa cuisine, quoi, pratiquement. Et pour s'éduquer, je vous recommande un ouvrage qui est très facile à lire. C'est La parole manipulée de Philippe Breton, qui est sorti fin des années 80 et qui est encore malheureusement troublant d'actualité. Et ça vous explique toutes les stratégies de communication que vous pouvez retrouver dans la société ou dans les médias. Oui, alors bonjour, je m'appelle Adrien Scarfoglière, je suis étudiant en école d'ingénieur. Vous pouvez rapprocher votre micro. Comment ? Rapprochez le micro. Bonjour. Oui, parfait. Alors, Patrick Baucheron, vous avez parlé en début de débat du faux et du faux comme ennemi de la vérité. Il semble que depuis quelques années, on observe l'apparition d'un nouveau phénomène qui n'est pas uniquement le faux, mais qui est le bullshit ou la foutaise. La différence, c'est que le menteur, il prétend toujours parler de la vérité quand il dit un mensonge. La différence avec la foutaise, Donald Trump en est un exemple, vous en avez parlé en début de débat, c'est que le bullshit, justement, il cherche à brouiller les pistes, il cherche à brouiller délibérément les pistes entre le faux et le vrai, et donc il joue plus sur la croyance que sur la recherche du vrai chez les personnes qui l'écoutent. Alors ma question, donc, elle s'adresse à vous deux, et justement, c'est comment est-ce qu'on peut faire face à ce nouvel ennemi de la vérité qui est le bullshit, et qui crée donc non pas des contre-vérités, mais qui crée une indifférence de la vérité chez la population, en fait. Donc comment lutter contre l'indifférence de la vérité qui semble être un nouvel ennemi? Voilà. Pour moi, c'est toujours pareil, hein, c'est de l'éducation à l'esprit critique, et puis que les gens apprennent à ce qu'une fois qu'ils prennent conscience qu'on leur a menti, qu'ils arrêtent d'écouter la personne qui leur a menti. Et donc, en fait, on parlait de bulle de filtre, mais il y a peut-être des aspects négatifs à la bulle de filtre, mais il y a aussi des aspects très positifs, quoi. C'est-à-dire que si je n'écoute que les gens que j'ai validés par ailleurs, ben, je ne vais pas être exposé à la désinformation. Donc voilà, le choix de je n'écoute que ces quelques comptes, ça a aussi des côtés positifs. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on peut se prémunir de ça? J'ai pas une recette, une baguette magique, hein, mais quand même, on peut apprendre à faire confiance à certaines personnes et à exclure d'autres, quoi. Mais ce que vous dites va un petit peu au-delà de cette question du vrai et du faux, parce que le bullshit, je suis d'accord avec vous, Marc Bloch appelait ça d'un mot de l'argot des tranchées, les bobards, mais d'une certaine manière, il y a 100 ans, c'était un peu aussi la même chose. Vous dites c'est non pas un mensonge, c'est-à-dire une opinion erronée qui prendrait les atours mensongers de la vérité, mais une indifférence au vrai et au faux. Et ça, c'est une question qui n'est pas scientifique, qui est politique, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, le discours politique, d'une manière générale, nous avions été en 2017 au spectacle du Trumpisme. On s'est dit, oula, c'est incroyable cette histoire de vérité alternative, c'était presque monstrueux et rigolo. On regardait ça, on était coupable de le regarder, mais en même temps on adorait détester le regarder. Enfin voilà, on est dans cette sorte de pornographie télévisuelle ordinaire, hein. Mais aujourd'hui, on comprend que cette indifférence à la vérité ouvre des possibilités à la parole publique démentie par rien d'autre, et surtout pas le réel, auquel tout le monde, au fond, a fini par céder. Aujourd'hui, le rapport dans le discours politique, d'une manière générale, et je n'accuse personne, je ne suis pas partisan, mais le discours politique a un rapport de plus en plus élastique à la vérité.
Et c'est pas qu'il dit des mensonges, c'est pas qu'on ment, c'est qu'on est indifférent au fait que ce qu'on dit est fondé en raison ou pas. Et que on n'est pas politiquement ou électoralement comptable de ces erreurs. Voilà. C'est ça la différence. Ouais, mais s'il y a vraiment une indifférence à la vérité, moi politiquement, je garde... Électoralement, oui. Électoralement, oui. On nous présentait les États-Unis comme le pays où un président ne pouvait pas, souvenez-vous de Clinton, avait sa carrière brisée parce que s'il avait menti sur quelque chose, même sur un fait privé. Regarde aujourd'hui. Ça, c'est les États-Unis. Alors, est-ce que la même chose en France? Bah oui. Bah oui. Ouais, il y a cette dérive. Bonjour, donc moi je m'appelle Émilie, je suis étudiante en double cursus ingénieur et Sciences Po. Depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup une des solutions, c'est d'éduquer à l'esprit critique. Mais concrètement, comment est-ce qu'on éduque à l'esprit critique? Vous avez donné par exemple tout à l'heure un exemple, donc un ouvrage. Or, on sait que quand même une grande partie de la population ne lit pas et ne prendra pas cette initiative d'aller lire des ouvrages, parce qu'il faut d'abord être conscient qu'on n'a pas forcément cet esprit critique. Est-ce que justement les réseaux sociaux, ce ne serait pas une manière d'éduquer à l'esprit critique, de développer son esprit critique? Moi, je crois que si. Moi, je ne suis pas sociologue, hein, donc peut-être que je suis en train de dire des énormes bêtises, mais donc j'ai de l'humilité dans ce que je dis là, mais j'ose croire que effectivement, les réseaux sociaux donnent accès à une information et peuvent entraîner à l'esprit critique, mais à condition qu'il y ait une volonté par derrière. Il faut qu'il y ait une volonté. Et tout à l'heure, on a parlé de YouTube. Sur YouTube, il y a pas mal de chaînes qui font de l'éducation à l'esprit critique que je trouve assez remarquable. Donc l'information est là pour celui qui veut aller la dire. Mais les gens qui ne sont pas intéressés à développer leur esprit critique, de toute façon, ceux-là, on va pas leur obliger, hein, c'est certain. Et moi, je suis d'accord avec ça, et je trouve que ça donne plutôt confiance, pour reprendre évidemment le mot-clé de notre rencontre, parce que quand on regarde de près ce qui se passe dans les classes, moi, je me suis intéressé à la question du complotisme. On voit très bien que maintenant, les enseignants, ils sont au point sur cette question. Pas tous, mais ils sont au point, ils ont compris que le complotisme était d'une certaine manière un usage dévoyé de l'esprit critique. Mais qu'au départ, il y a l'esprit critique. Au départ, il y a la propension des jeunes gens à ne pas faire confiance à ce qu'ils voient et à ce qu'ils lisent, ce en quoi ils n'ont pas tort. Ils sont moins naïfs que je ne l'étais vis-à-vis d'une image. C'est d'ailleurs si vrai. Ils ont un œil exercé, plus aiguisé pour saisir instinctivement, mais il n'y a pas que l'instinct, ça s'apprend évidemment, une image traficotée par l'IA. C'est d'ailleurs si vrai que comme enseignant, ça je le sais, il faut aujourd'hui, la charge de la preuve s'étant inversée, plutôt convaincre des jeunes esprits que les images ne mentent pas tout le temps, qu'elles ne font pas que documenter l'intention de ceux qui les manipulent, mais qu'elles peuvent parfois ouvrir une fenêtre sur le réel. Aujourd'hui, je dirais, la méfiance est si spontanément partagée, l'esprit critique, d'une certaine manière, si aiguisé, qu'il faut utiliser le complotisme contre lui-même pour dire, mais le complotisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te doutes que ce qu'on te dit n'est pas tout à fait la vérité. Ça veut dire que tu te poses des questions. Ça, c'est bien. En revanche, si tu te poses des questions et que la réponse, tu la connais d'avance, qui est le complotisme de base, qui fait qu'on fait semblant de douter de quelque chose pour finalement se rassurer, parce que c'est toujours les mêmes, les boucs émissaires, etc., qui sont les grands manipulateurs du monde, là, c'est un esprit civique, un esprit critique, qui est dévoyé. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, vous dites... être sociologue, en tout cas partir de la société. Il faut faire confiance à la société. Ça c'est le principe de base. Et sur ce point, on peut s'accorder.
Hein. Tout à fait. Il faut faire confiance à la société, et donc ça veut dire partir des points, même si ça nous déplaît, même si c'est pas exactement comme ça qu'on dirait, même si on préférerait avoir un peu plus d'autorité sur l'espace public. Mais voilà, il y a un désir de comprendre, de critiquer, duquel il faut repartir, recommencer. Dernière question. Bonjour. Alors moi je m'appelle Mathis et ma question elle porte sur une incompréhension. Mathis, excusez-moi, que j'ai. rapproche un peu votre Pardon. micro. Voilà. Ma question elle porte sur une incompréhension que j'ai parce que j'ai face à moi un historien et un climatologue et vous êtes lu donc majoritairement par des historiens si je ne me trompe pas et vous êtes lu majoritairement par des climatologues ou des scientifiques et on est aujourd'hui à une époque où les réseaux sociaux vous permettent de démocratiser l'accès au savoir. Vous parliez tout à l'heure d'un accès démocratique au savoir. Maintenant, nous, je sais qu'on est assez jeunes et qu'on est beaucoup à s'informer sur les réseaux sociaux et je trouve ça absolument génial. C'est une richesse énorme et je sais que vos objets d'études, ils sont extrêmement complexes. Le rapport du GIEC, à la base, il fait 4000 pages. Je pourrais dire sans me tromper que personne dans la salle ne l'a lu, avec tout le respect que j'ai pour votre travail vraiment. Et je sais qu'il y a des résumés d'une 40aine de pages, mais même là, c'est socialement déterminé. Parce que je ne me sens pas forcément légitime à aller lire le résumé de 40 pages. Moi, j'ai besoin de gens qui vont m'expliquer, avec leurs mots, vraiment face à moi, ce qui se passe, qui vont m'alerter. Et pour ça, il y a un mot qui a été utilisé par Madame Baron et que j'ai trouvé extrêmement pertinent et qui, je trouve, concilie bien réseaux sociaux et sciences, c'est celui de la vulgarisation. Donc ma question elle porte sur ça. Quelle est votre approche, à vous deux, de la vulgarisation et quel pont on peut faire pour vraiment concilier la complexité de la science avec l'accès simplifié et démocratique des réseaux sociaux dont on a besoin? Voilà, c'est une question vaste, mais vous avez, à un moment dans votre question, vous avez dit que vous ne vous sentiez pas légitime à lire les rapports du GIEC. Vous êtes bien évidemment légitime à aller lire les résumés. Peut-être que vous n'avez pas le courage, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes légitime. Tout le monde est légitime à aller lire les rapports. Alors ensuite, comment on concilie ça et comment... Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour moi, ce n'est pas le rôle du scientifique d'aller faire de la médiation scientifique. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, il est bien placé pour le faire parce qu'il a accès à l'information. Et je pense que cette médiation, elle doit se faire en co-construction. Ça a été dit tout à l'heure par Aude, parce que voilà, il y a des gens qui savent faire de la médiation. Il y a ceux qui ont un accès direct et complet à la connaissance, qui sont les scientifiques. Et donc, il faut effectivement qu'ils travaillent main dans la main pour faire ça. Moi, modestement, il m'arrive d'écrire directement des articles que j'essaie d'être grand public et je les mets à disposition sur le site de l'association dont je vous parlais tout à l'heure, l'Association française pour l'information scientifique. J'essaye, mais peut-être que je me trompe, parce qu'à nouveau, moi, je suis pas, ma formation, elle n'est pas vers la médiation. Et c'est pour ça que je pense que voilà, la co-construction avec des gens qui sont spécialistes de ça, c'est la meilleure manière de faire. Maintenant, à nouveau, on pourra fabriquer des contenus absolument parfaits. Si les gens n'ont pas envie de passer du temps à les lire, à passer du temps à les regarder, on ne va pas les obliger, quoi. Et donc voilà, on n'est pas dans la chambre des gens pour leur expliquer. Maintenant, tu as 1 heure, tu vas écouter ça. Donc voilà. Donc il y aura une partie de la population qui n'aura jamais accès aux informations parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils préfèrent regarder un match de foot, un match de rugby ou un film. Et c'est acceptable. Moi, je veux dire, il y a plein de sujets qui ne m'intéressent pas. Où je ne me renseigne pas là-dessus. Tout à l'heure, voilà, très modestement, je ne connaissais pas l'avis de M. Bock, et on pourrait me le reprocher. Comment ça se fait que vous ne connaissez pas l'avis de ce monsieur? Et puis, il y a d'autres gens qui ne s'intéressent pas au climat et qui ne vont rien lire sur le climat. Voilà, il n'y a pas d'obligation non plus, quoi. Mais vous parliez de talent pédagogique. Moi, je trouve que le talent pédagogique, il est inégalement réparti et je le trouve plus souvent chez les scientifiques que chez mes collègues historiens, par exemple. Donc ça, là aussi, je suis d'accord avec vous. Il y a un partage des rôles et moi, je trouve ça naturel que celles et ceux qui ont le goût... Moi, je ne vais pas sur les plateaux télé, par exemple. Enfin, je fais de la télé, je suis producteur d'émissions, mais que je contrôle. Enfin, mais j'en fais pas
un point de doctrine. Je suis plutôt content que certains se risquent en terrain hostile sur les plateaux télé. La plupart du temps, ce n'est pas mon cas, mais encore une fois, il y a un partage des rôles et que chacun fasse ce qu'il veut et ce qu'il peut. Du point de vue de l'histoire, parce que vous m'avez posé la question, je ne veux pas être trop long, mais quand même, la vulgarisation, c'est vrai que pour moi, c'est un peu le combat, un des combats de ma vie. Je l'ai commencé dans une revue qui s'appelle l'Histoire. C'est assez intéressant, l'Histoire, elle a été créée en 1978 sur une idée simple, qui était que les producteurs de savoir pouvaient être aussi leurs propres passeurs. Il y avait jusque-là une revue bien plus ancienne, bien plus vénérable, qui s'appelait Historia. Elle n'a pas 40 ans, elle a 100 ans. Historia, c'est simple. On prend des hommes politiques, des écrivains, des diplomates, et puis beaucoup de journalistes aussi, des journalistes d'histoire, et on leur fait vulgariser un savoir universitaire qu'on considère comme un peu obscur, parce qu'eux ne sauront pas le faire, et voilà. Au milieu des années 70, il y a eu toute une série de professeurs éminents, certains étaient ici, Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie et bien d'autres, qui étaient en même temps des gens éminents académiquement et qui savaient parler, écrire et qui se sont fait, d'une certaine manière, les passeurs du savoir qu'ils produisaient. Et alors on s'est dit, dans ce cas-là, on peut supprimer cet intermédiaire du journaliste et on peut le faire directement. C'est sur cette idée-là que repose un magazine comme l'Histoire, dans laquelle moi j'ai fait mes armes. Enfin, j'ai appris, parce que ça s'apprend aussi, je suis d'accord avec vous. Mais j'en fais pas là encore une doctrine. Certains aiment ça, moi j'aime ça, d'autres pas, très bien, et il y a des journalistes d'histoire passionnants et passionnés. Ce qui, en revanche, ne me va pas, et devrait être un point facile de consensus, c'est que on ne peut pas dire, et c'est ce qu'on dit, et c'est le cœur, au fond, de nos problèmes, que les universitaires sont tous obscurs et égoïstes et renfermés sur leur savoir et absolument pas désireux de le partager. La preuve, vous le faites plus que je ne le fais encore, ou différemment. Mais en tout cas, mu, j'en suis persuadé, par la même bonne volonté. Or, le discours ambiant, le bruit de fond, c'est la détestation de ce que nous sommes ici, précisément là. Voilà. Et à ça, on ne peut pas consentir. Contre ça, il faut réagir vivement. Vous voyez ? C'est ça que je disais quand je disais on est dans un système où plus on a raison, plus on a tort, plus on est nombreux, plus d'une certaine manière on complote pour une vérité officielle. Et ça porte un nom. C'est l'universel et c'est l'université. L'université d'une manière générale, hein, ça peut être des grandes écoles, ça peut être comme ici, mais l'université, le principe même d'un partage universellement, socialement disponible du savoir. Bon. Et or, c'est cette idée-là qui est attaquée. Et l'attaquer, c'est une forme d'attaque contre la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, que chacun fasse comme il veut et comme il peut. Et juste pour compléter votre réponse, même si ça ne m'était pas directement adressé, un exemple très concret qui montre une certaine invisibilisation aussi des personnes qui peuvent détenir soit un savoir, soit une capacité de vulgarisation. C'est une tendance qu'on observe sur YouTube depuis 1 an. Vous avez dû observer des gros YouTubeurs qui font des vidéos où ils racontent des histoires pendant 15, 20, 30 minutes. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces gros YouTubeurs s'attribuent des contenus qui sont entièrement rédigés par des journalistes. Et si vous regardez les crédits de ces vidéos, vous avez tous les crédits techniques, vous n'avez aucun crédit éditorial. Et je parle d'autant plus en connaissance de cause que dans la rédaction que je pilote, un journaliste participe à la rédaction de ces scripts alors il a fini par me dire pour qui il travaillait, mais ça a pris du temps, par confidentialité, et il a signé un contrat de confidentialité pour ne pas dire pour qui il bossait, et son nom n'est jamais cité à la fin des vidéos. Voilà, donc je trouve que c'est un exemple assez probant d'une certaine réattribution du savoir, et en même temps, ce qui montre aussi que, pour rebondir sur ce que vous disiez Patrick, aussi, il ne fait pas toujours bon ton d'être affiché à côté de certains métiers, parce qu'on sait qu'ils sont détestés, alors qu'ils sont, j'en suis convaincue en tout cas, je pense, absolument nécessaires.
On va passer aux questions du public et je vois Madame, vous levez le doigt, vous allez peut-être ouvrir. Alors, n'hésitez pas pour les questions à bien lever le bras assez haut une fois que les réponses seront terminées pour que je puisse vous identifier dans la salle. Merci. Oui, bonjour. Julie, je travaille dans la communication et les relations publiques. Alors, j'étais dans le secteur culturel jusqu'à récemment où j'ai rejoint maintenant une mission de santé publique. Et j'avais une réaction et une question. Alors la réaction, c'était d'abord de croire vraiment en cette alliance dont vous parlez entre des médiateurs, des vulgarisateurs, des journalistes et des scientifiques, parce qu'effectivement, je pense ce sont vraiment des compétences et des métiers différents. Et certains scientifiques ont vraiment une appétence pour ça et d'autres pas. Et voilà. Donc ça, je vous rejoins complètement et je pense qu'il y a une vraie solution. Et puis, j'avais une question pour M. Boucheron, et je serais intéressée aussi par la réaction de M. Brion. Je suis très intéressée par ce que vous avez évoqué à un moment en disant que c'était important de réinventer les espaces démocratiques sécurisés et que l'Europe devrait investir. Est-ce que, au même titre que la télévision publique, la radio publique, vous pensez à des réseaux sociaux publics? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est évident et il y a des modèles qui sont déjà sur la table de la Commission et c'est pour ça que je faisais allusion à cet événement de l'été où, encore une fois, Thierry Breton, c'est lui, c'est pas pour le défendre lui, je le connais pas, mais enfin, a pris la parole publiquement pour dire c'est ça qu'il faut faire et 3 jours plus tard, il était dehors. Donc c'est dire que les solutions sans doute existent. Alors je ne sais pas si elles existent techniquement et technocratiquement, mais enfin disons dans les principes elles existent, mais on ne doit pas se faire, sous-estimer la force des adversaires de ces solutions. Politiques. Enfin, en tout cas, l'idée que quelqu'un qui puisse défendre ce type de solution, c'est-à-dire effectivement un espace public et européen où on pourrait, de manière où, encore une fois, les médias sociaux ressembleraient davantage à ce qu'on a espéré qu'ils soient. C'est-à-dire un espace pluraliste, ce qu'ils ne sont plus, me semble-t-il, ou alors marginalement. Le fait que ceux qui défendent une telle solution soient si spectaculairement mis de côté prouve que les intérêts financiers et politiques qui n'ont pas intérêt... Attention au complotisme. Pardon ? Attention au complotisme. Oui, non mais pardon, mais enfin, encore une fois, aux États-Unis, on comprend bien maintenant que les adversaires de la transition climatique et de la démocratie sont les mêmes et sont les mêmes intérêts, enfin les intérêts économiques, oui. Bien sûr, il faudra quand même le dire à un moment donné. Et j'entends bien ce que vous dites. Au moment où je le prononce, je me méfie de moi-même, mais c'est la vérité, non ? Non, mais c'est surtout sur l'éjection de Thierry Breton 3 jours après. Je ne sais pas ce qui était par derrière exactement. Je ne suis pas persuadé que Thierry Breton ait été mis dehors sur la base de ce qu'il a dit sur X. Dans ce cas-là, on peut effectivement en discuter, mais une chose est certaine quand même, c'est que travailler sur la désinformation, c'est travailler aussi sur la fabrique de l'ignorance. Et l'ignorance, elle ne se fabrique pas toute seule. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça a été sociologiquement démontré, on va dire, tranquillement, pour ne pas parler du climato-sceptisme, ça a été étudié, c'est le grand livre de Procton sur l'industrie du tabac. C'est-à-dire comment une industrie, le tabac, Philip Morris, pour ne pas la nommer, retarde la prise de conscience des effets, on peut quand même être d'accord, non ? Du tabac sur le cancer du poumon. Et cette fabrique de l'ignorance, elle passe par la construction de controverses. Et là, on est au cœur de ce que vous avez affronté, François-Marie. Oui, non, mais sur le tabac, c'est extrêmement clair. Tous les documents sont là. Et effectivement, là, pour le coup, il y a eu un complot
pas seulement de Philippe Maurice, de l'ensemble des sociétés qui travaillaient là-dedans, qui se sont mis ensemble pour effectivement fabriquer de l'ignorance, comme vous venez de le dire. Et par la controverse. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que la lutte contre le complotisme serait plus facile si les complots n'existaient pas. Mais parfois, ça existe quand même. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres, monsieur? Et après, madame. Merci beaucoup pour ce débat. Il y avait un terme qui a été évoqué plusieurs fois, c'est l'esprit critique, un petit peu pour essayer de se défendre face à ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, et même partout ailleurs, se défendre face aux manipulations, se défendre par rapport à soi-même aussi, puisqu'on a ses propres biais. On a évoqué le fait que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des initiatives finalement qui permettent d'éduquer à cela. Et parfois des projets ambitieux. Je peux prendre par exemple l'exemple de la chaîne YouTube qui s'appelle Sobrement l'Esprit Critique, qui met en place un financement participatif pour développer une formation à l'esprit critique. Là, on voit donc des choses qui émergent des réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce type de projet qui pourrait être très ambitieux pourrait aussi émerger d'ailleurs? On pourrait penser aux médias traditionnels, la télévision, les journaux. On peut penser, donc là on est dans le cadre du Collège de France, à l'éducation, alors pas simplement l'éducation dans l'enseignement supérieur, mais l'éducation nationale. Est-ce qu'on pourrait imaginer donc justement des développements au-delà, et d'où pourrait venir finalement ce type d'initiative, quelles seraient les motivations à mettre en place ces initiatives pour des médias ou pour l'éducation nationale par exemple? Il y a eu plusieurs médias qui ces dernières années ont développé des services justement de fact-checking. Et je trouve ça remarquable, parce que justement ça aide les gens à développer cet esprit critique, et ça vient bien des grands médias. Donc moi ce type d'initiative, je trouve, est extrêmement utile. Oui, et pour compléter, pour ne pas être trop long non plus, c'est tout à fait frappant de voir que dans l'économie de l'attention des médias, et peut-être me démentirez-vous, au fond, contre les prédictions, les grands médias traditionnels résistent très bien comme cadre d'accréditation et de vérification et de confiance, au fond. Et que c'est quand même frappant de voir que, alors qu'il y a une très grande diversité, effectivement, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, etc., spontanément, pas spontanément, je retire ça, non, justement, ça se régule, mais à la fin, on se rend compte que quand vous interrogez, par exemple, un lycéen sur ce qu'il utilise le plus souvent, à la fin, vous retrouvez quand même très haut Le Monde, si quand même. France Culture, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je serais plus réservée, mais je vous laisse aller jusqu'au bout. Non, mais allez-y, c'est vous qui Non, savez. en fait, pour rebondir, deux choses. Alors déjà, sur ce que vous disiez directement, c'est vrai que, alors là, pour le coup, ce sont les chiffres, où 2/3 des 11-24 ans, comme je vous disais tout à l'heure, s'informent exclusivement via le digital. Et quand on parle exclusivement via le digital, ce sont malheureusement pas les applis des médias directement, ce sont les réseaux sociaux où on peut y trouver un peu tout et n'importe quoi. Ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'il y a une polarisation des médias, c'est-à-dire que ceux qui ont confiance dans des grands médias comme Le Monde, comme Les Échos, ont de plus en plus confiance. Et en parallèle, il y a aussi une confiance de plus croissante envers des médias comme CNews et qui racontent beaucoup de contre-vérités. Et ce que je trouve assez frappant aussi, c'est que tout à l'heure on parlait du fact-checking. Je trouve ça très intéressant d'avoir été obligé de nommer le fact-checking, ce qui est quand même la base du journalisme, de vérifier l'information. Et pour crédibiliser cette démarche auprès du public, pour montrer que c'était notre boulot, il a fallu le nommer, comme si ce n'était pas une évidence. Et ça, je trouve ça vraiment frappant. Et tant mieux d'ailleurs, comme ça, au moins, ça s'ancre dans la tête des gens, mais ça sous-entendrait que s'il n'y a pas le terme fact-checking, l'information n'a pas été vérifiée. Alors attention, je ne dis pas que tous les médias le font, d'une part, déontologiquement, d'autre part, parce que ça peut coûter du temps. En tout cas, c'est devenu un terme qu'il faut justifier aujourd'hui. Mais j'entends ce que vous dites et vous corrigez utilement ce que je prétendais, mais d'une certaine manière, pour aller dans votre sens, il y a aussi aujourd'hui des exemples plutôt vertueux et assez réussis de déclinaison de
voilà, de contenu sur des grands médias institutionnels, Radio France par exemple, en story Insta, TikTok, des trucs de quelques secondes, puis un peu plus, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, qui renvoient éventuellement à l'émission, et qui même, s'ils n'y renvoient pas, est quand même sourcé. Donc ça, c'est quand même autre chose. Et ça va... Enfin, il y a quelques succès quand même là-dessus. Enfin... Oui, il y a des succès, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que la vidéo, globalement, sur les réseaux sociaux, ça coûte très cher à produire, parce que ça prend du temps et parce que les personnes qui savent produire ont une expertise qui a un coût. Donc, à un moment, il faut bien parler du nerf de la guerre, c'est le financement de ce savoir. Et là où je trouve qu'il y a une certaine beauté, c'est que beaucoup de médias qui ne vont pas forcément très bien investissent malgré tout les réseaux sociaux par sens du devoir. Par sens du devoir de justement passer ces savoirs et de ne pas lâcher. Il y avait, juste avant, il y avait une question de madame, voilà. Au-dessus, hop. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre discussion et aussi pour les questions. Il y a plein de pistes d'autres discussions possibles, je pense, qui ont été ouvertes. Alors, ma question va porter sur le rôle du politique, mais avant de poser ma question, pourquoi je la pose, il me semble qu'il y a une contradiction entre, alors excusez-moi pour les raccourcis, l'élitisme naturel de la science, en ce qu'il demande effort pour accéder et pour travailler sur la connaissance, capacité aussi, et la perception de ce qu'est l'égalité démocratique. Et j'ai beaucoup aimé cette réflexion sur le côté non inconditionnel de la liberté d'expression. Et il me semble que le bénéficiaire de cette contradiction n'est pas la société, mais en fait les joueurs à la recherche d'un pouvoir économique et qui ont souvent intérêt à la confusion des foules pour imposer leurs propositions et engendrer des revenus. Donc, en fait, par notre propre désir, nous participons à l'affaiblissement de la société ou à l'affaiblissement du corps social et de la connaissance collective. Du coup, et vous l'avez bien dit, ce n'est pas le rôle du scientifique de s'assurer que tout le monde a accès et comprend la connaissance, et ça nous ramène du coup au rôle du politique. Or, vous avez aussi dit que le politique a aussi aujourd'hui intérêt à une certaine confusion, joue du bullshit, etc. Du coup, est-ce qu'il est temps pour les sociétés démocratiques en tout cas, de remettre en cause les principes d'évaluation de leurs représentants? Et à ce titre, est-ce que vous avez des idées ou est-ce qu'il y a des lieux de parole et de réflexion sur ce sujet? Qui commence? Ça sort totalement de mon domaine de compétences. Merci pour vos réflexions, mais ouais, moi, j'ai pas de réponse. Oui, je sais pas, Marc, tu sais, toi, est-ce qu'il y a des lieux, au fond, où on pense ça hors de l'institution ou dans un rapport, disons, voilà, critique à l'institution, sachant que si je vous entends bien, effectivement, votre demande, elle est voilà, politique et citoyenne, elle n'est pas institutionnelle, sachant qu'on n'a aucune raison de douter de la confiance qu'on doit avoir envers les institutions. Elle doit même être renforcée aujourd'hui. Il faut défendre les institutions. Il faut défendre les institutions de savoir. Ça va devenir de plus en plus important. Les libertés académiques, c'était un thème plutôt conservateur, mais aujourd'hui, quand on voit qu'elles sont attaquées de toutes parts dans les régimes libéraux, et pas seulement en Hongrie, voilà, on voit bien que ça c'est quelque chose pour aujourd'hui, en fait. Voilà. Qui renvoie peut-être à notre titre, c'était comment concilier la science au réseau. Mais enfin, c'est plutôt les réseaux sociaux qui doivent se concilier la science. Enfin, la science, elle n'a pas, normalement, si elle est ce qu'elle prétend être, elle n'a pas à concilier ni sa méthode ni ses contenus à un moyen d'en diffuser le savoir. Voilà, elle doit trouver des espaces qui, encore une fois, ne lui sont pas totalement défavorables. C'est de ça dont on parle depuis le début. Voilà. Et c'est de l'évaluation, puisque vous parliez d'évaluation, tactique des terrains où on n'est pas perdant d'avance. Voilà. Vous parliez effectivement
et vous aussi, d'entreprises de presse où on a quand même, sauf coup d'éclat, comme vous le disiez sur CNews, beaucoup de chances d'être perdant d'avance. Et dans ce cas-là, voilà, il n'y en a pas le choix. Il faut en trouver d'autres et en défendre d'autres. D'abord, merci pour la richesse de ces échanges. Et finalement, la chose la plus lourde que vous avez évoquée, c'est, qui a été d'ailleurs repris dans certaines questions, c'est cette histoire de criminalisation d'une opinion ou non. Parce que, effectivement, à partir du moment où on met ça sur la table, on se dit où est-ce que ça s'arrête. Tu as donné, en effet, quelques exemples qui paraissent évidents, et en même temps, oui, où est-ce que ça s'arrête? Qui criminalise? Est-ce que demain, une majorité électorale, alors bon, on a de la chance, en France, on n'en a pas, donc décide de criminaliser des points de vue de l'opposition minoritaire, et inversement, aux élections suivantes, c'est l'inverse. Donc, c'est assez troublant. Et tu l'as dit d'ailleurs, hein, Patrick, c'est quand même une défaite d'en arriver là. Alors, pour finalement, au fond, redonner un peu d'espoir, est-ce qu'on ne peut pas dire que le combat est quand même à mener de préférence autrement, et justement en s'appuyant sur les données scientifiques? Ces données scientifiques, c'est un mélange de plein de choses. C'est des doutes. Il faut aussi que les scientifiques soient capables de dire leurs doutes, et aussi de ne pas exagérer les promesses non plus. Donc c'est toute une complexité. Mais je me dis qu'en tant que scientifique, je préfère, avant de criminaliser, d'essayer de m'appuyer. J'ai la chance d'avoir quelques connaissances, de m'appuyer sur quelques connaissances pour mener ce combat. Parce que, au fond, et je m'arrête là, au fond, ce dont on parle aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce n'est qu'un moment particulier, avec des moyens effectivement particuliers qui démultiplient les paroles, mais de batailles idéologiques qui ont toujours existé et qui existeront demain avec d'autres outils. Voilà, donc ça fait partie de la vie politique, des batailles idéologiques, et que nous devons essayer de les mener par le débat, la conviction, même si c'est très très difficile. Et je lis science et pseudosciences, et ce type d'initiative, alors je ne sais pas s'il faut passer par les réseaux sociaux ou pas, mais en tout cas, il ne faut pas abandonner ce combat de la vérité. Je ne sais pas très bien ce que c'est que la vérité, mais de la médiation. Il faut transmettre l'information de manière la plus fiable possible, et que les gens aient confiance que justement il y a un accès possible à l'information qui est fiable. Le problème, c'est justement lorsque les gens sont tellement perdus qu'ils se disent mais jamais, enfin il n'y a aucun endroit où je peux avoir confiance dans l'information. Et donc il faut, voilà. Mais et effectivement, et par contre en début de ton intervention, tu dis aussi la criminalisation. Moi effectivement, je suis extrêmement réticent à ces idées de criminaliser certaines opinions. Non mais disons réguler. Disons réguler. Oui, mais typiquement le coup, la négation de la Shoah, moi ça me pose un problème. Hein. Ça m'embête qu'on soit passé par la criminalisation. Mais moi aussi ça m'embête. Mais bon, c'est un. Et la question est est-ce qu'on devrait interdire la diffusion de propos climato-sceptiques? Surtout pas, quoi. Enfin, pour moi. Oui, mais pas. Oui, sauf que, enfin, interdire. Juste, puisqu'on parle des réseaux sociaux, vous parliez de l'édition. L'édition, il y a des lois. Il y a des lois contre le monopole. Quand Vincent Bolloré a voulu acheter toute la presse, toute
toute l'édition française, il n'a pas pu le faire parce que ça a été retoqué par la Commission européenne. Il y a des lois sur la presse, il y a des lois sur l'audiovisuel public, et qui pas seulement sur l'audiovisuel public. L'ARCOM a pu effectivement retirer cet été sa fréquence à C8, parce que, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de radio ou de télé exclusivement privées en France, puisqu'elles utilisent des fréquences qui sont régulées par l'autorité publique. Pour l'instant, rien ne régule les réseaux sociaux. Rien ne le régule. C'est un espace sans loi, sans feu ni lieu. Et il y en avait un, et effectivement, à partir du moment où la droite tech américaine est libertarienne, c'est-à-dire considère effectivement que le monde va mieux quand il n'y a pas de loi, pour l'instant, pour moi, c'est devenu infréquentable, parce que sans droit. Donc, on ne peut pas imaginer vivre dans un monde sans droit. Il n'est pas régulé par le droit. C'est impossible. Et la science elle-même n'y survit pas. Elle ne survit pas par la seule force de conviction des énoncés qu'elle produit. Ça n'arrive pas, ça. Alors, pour préciser votre propos, en fait, les réseaux sociaux peuvent être régulés, mais c'est extrêmement compliqué. Et tout est fait pour décourager, d'ailleurs, cette régulation, puisque, en théorie, les réseaux sociaux sont soumis à la loi de 1881 qui régit la liberté de la presse. Je ne vais pas vous faire tous les arguments, mais tout ce qui peut être atteinte à la vie privée, diffamation, insulte, etc. Le seul truc, c'est que si concrètement vous souhaitez qu'un contenu soit supprimé, 1, il faut que vous fassiez une réclamation, 2, que le média qui a diffusé ce contenu la prenne en compte, ce qui n'est pas garanti, et 3, vous avez ensuite un levier éventuel de faire appel à la plateforme. Mais là-dessus, il y a tout un point juridique sur lequel les plateformes jouent énormément, c'est le rôle d'éditeur versus hébergeur. Quand vous êtes éditeur, très schématiquement, quand vous êtes éditeur, on considère qu'il y a des choix éditoriaux. Donc il y a une intervention de l'humain, et donc que vous êtes responsable des contenus qui sont diffusés, et donc que vous êtes tenu de les supprimer en cas de litige. Et la plupart des plateformes, évidemment, ne souhaitent pas obtenir ce rôle d'éditeur qui incombe à tous les médias et préfèrent le statut d'hébergeur, c'est-à-dire d'un pur technicien qui n'est pas responsable des contenus qu'elle héberge et qui est, comme son nom l'indique, une pure maison où les gens sont responsables de leur contenu. Donc voilà, donc, en théorie, si vous débattez avec des professionnels de ces plateformes, ils vous diront que tout est régulé. En pratique, c'est extrêmement difficile. Et oui, on peut. Alors une toute dernière, mais en 2 minutes. Et votre question est donc? Ah oui, si. On va prendre le PDG Telegram. Oui. Il est déjà 16h02, donc je demande une réponse très courte et nous ferons une question très courte et nous ferons des réponses très courtes. Question très courte par rapport à Telegram, puisque son PDG russo, franco, arabo, je ne sais pas quoi, puisqu'il a 4 passeports, a été arrêté à Paris. Il a fait la une des journaux et depuis on le croise peut-être dans les magasins, à droite à gauche, dans les beaux magasins, mais on n'en parle plus. Où en est le procès? Telegram, si je peux apporter une nuance, c'est plutôt un service de messagerie plus qu'un réseau social, puisque c'est privé. C'est vrai, mais quand même. Là, la nuance est subtile, non? C'est pas un réseau social, donc c'est vrai que là, on est sur un autre terrain. Bien, merci à tous et à toutes. Je suis désolée, on n'aura pas le temps.